C'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invitée est Julie Borgeaud. Vous la suivez peut-être déjà sur Instagram, mais sinon, il faut que je vous raconte. Si je suis là aujourd'hui, si je suis journaliste déco depuis 25 ans et que j'ai aujourd'hui ce podcast à succès, c'est un peu grâce à elle. Julie était rédactrice en chef du Marie-Claire Maison, du site internet, et c'est elle qui m'a embauchée pour mon premier stage en journalisme quand j'avais 19 ans. J'ai tellement adoré que je n'ai pas bougé, j'y suis restée 7 ans. Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais la sienne. Après Marie-Claire Maison, Julie a créé Imaille, une marque de bijoux. Et aujourd'hui, elle reprend du service dans le monde de la déco et du design. On va tout vous raconter. Julie est tellement stylée dans sa personnalité, dans son look, dans ses goûts. Ce format était parfait pour elle. Bonjour Julie. Bonjour Hortense. On est devant ta porte. Je sonne. Comment tu te présentes, toi, aux inconnus ? Je me présente en disant que je suis journaliste lifestyle sur Instagram. Alors quelquefois on me dit « Ah, influenceuse ?» Pas du tout. Je considère Instagram comme un média. Et j'y partage mon regard sur ce qui me fait plaisir, ce qui nous fait du bien au quotidien, en fait, le lifestyle. De la déco, du design, bien sûr, mais aussi des expositions, pourquoi pas des tips de beauté, tout ce qui peut nous faire du bien au quotidien. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une dimension artistique, culturelle et même un peu mode. Et même un peu mode, exactement. C'est vraiment la vie au quotidien. Le lifestyle, c'est ça. C'est la vie au quotidien et ce qui nous fait du bien et ce qu'on aime. Et c'est juste un regard que je partage, des histoires que je raconte. Ouais, on va revenir dessus. Mais alors là, on est devant une maison, un appart ? Un appartement. Ouais. Un appartement au dernier étage d'un tout petit immeuble au 2e étage. Et c'est l'appartement de... Ça fait longtemps que tu es là ? Ça fait 5 ans qu'on est là. Tous les deux avec mon mari, sans les enfants, partis depuis longtemps. Un grand appartement très agréable à vivre. Julie, la belle vie, quoi. Julie, la belle vie. Ah, c'est comme ça que j'aurais dû te présenter. Julie, la belle vie. Oui, c'est ça. Alors, en ce moment, je me présente un peu comme ça. On pose ton portable dans l'entrée. Il y a quoi en fond d'écran de ton portable ? Mais j'ai pas de fond d'écran, en fait, il y a l'heure. Et sinon, il y a 4 fonds d'écran, mais je ne comprends même pas comment ils viennent et comment je les ai créés, comment... j'y comprends rien. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ah bah mince, parce que c'était ma question d'après. J'allais dire, est-ce que tu te souviens quand on était... donc on va accéder comme ça subtilement à tout ton parcours. Tu te souviens quand on était chez Marie-Claire Maison, on avait les premiers gros Mac en couleur. Oui. Et c'était le début d'Internet. Toi, tu étais rédactrice en chef de Marie-Claire Maison. Comment tu étais arrivée là ? J'étais depuis déjà près de 10 ans chez Marie-Claire Maison. Je suis rentrée chez Marie-Claire Maison à 23 ans. Je venais d'avoir mon fils aîné et je m'occupais du courrier des lecteurs. Au tout début, j'étais stagiaire. Ensuite, j'ai été embauchée. On m'a dit, il y a une place à prendre, c'est à mi-temps courrier des lecteurs et ensuite être assistante de tout le monde à la rédaction, autant les stylistes que la rédactrice en chef, Gabrielle Pascal, et des choses comme ça. Et voilà. Et après, on t'a proposé le poste... Je suis restée longtemps au courrier des lecteurs, mais je faisais de plus en plus à côté. Ouais. Mais on apprend plein de choses au courrier des lecteurs, je me souviens, parce qu'en fait, tu dois répondre à j'ai vu telle nuance de parquet, où est-ce que je peux le trouver ? Tu apprends c'est plein très de concret. références. Oui, plein de questions de déco très précises. Et j'ai dit de plus en plus les stylistes et les journalistes. Ensuite, j'ai fait quelques papiers pour le Paris. Je faisais des boutiques. Puis petit à petit, de plus en plus.
Ouais. Et donc, on t'a proposé ce poste au marieclairemaison.com. C'était les tout débuts. T'as lancé, moi, je me souviens, on faisait partie de l'équipe de lancement. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un incontournable. Enfin, en site de déco, marieclairemaison.com, je crois qu'il marche vraiment très bien. Et donc, toi, tu étais au tout début de ce site internet. Quel souvenir tu gardes de c'était formidable. Surtout Nadège, qui était la chef de projet et qui était la directrice du truc. Nadège Fougeras, je ne sais pas si on peut dire son nom. Oui, si, on peut dire. Et qui était vraiment géniale. C'était une équipe formidable. Mais souviens-toi, on a travaillé 2 ans à préparer la base de données, en fait, avant de le mettre en ligne. En fait, ça a été très long, la préparation, pour qu'il y ait assez de matière en information, tant en boutique qu'en sélection d'objets. Et on l'a préparé pendant près de 2 ans. Et je crois que je l'ai exploité en ligne pendant 3 ans environ. Et ce qui était très intéressant, je trouvais, c'est qu'on travaillait autant les textes et les informations écrites que les images. Souviens-toi, c'est nous qui le requadrillions, qui les mettions. On avait dû apprendre toute cette partie-là. Ah ben oui, avec moi, Photoshop. Moi, que je connaissais pas. Enfin, et c'était. On a quand même appris beaucoup de choses. C'était assez formidable. Ah ouais. Et parmi mes meilleurs, je te coupe, pardon, mes meilleurs souvenirs que je garde de là-bas, et je trouve qu'aujourd'hui, je renoue un peu avec ça, c'était une fois qu'on était en ligne et qu'il y avait les salons comme Maison et Objets, et qu'on couvrait les salons avec des appareils photo numériques et qu'on mettait directement en ligne le soir même. En fait, il y avait un petit côté un peu comme un début d'Instagram, avec une espèce de rapidité de l'information. Et ça m'a toujours intéressée d'être un peu un relais entre ce qu'on vit et qui fait battre notre cœur, qui nous intéresse, et le public, les lecteurs potentiels, enfin et on le faisait déjà avec des appareils numériques. C'est vrai. Oui, et on les mettait en ligne, mais dans les 24 heures, en fait. Et finalement, aujourd'hui, on le fait avec notre iPhone et sur Instagram. Enfin, moi, très souvent, je fais quelque chose l'après-midi, c'est la vidéo, puisque moi, c'est un format vidéo que je fais maintenant. La vidéo est postée 2 heures après. Oui, 2 heures après, tu es hyper réactive. Oui, ça dépend des sujets. Est-ce que tu penses, quel regard toi tu as sur le monde de la déco et du design entre, on était en 2000 pile, et là par rapport à 2026, toi on va revenir, qui est parti, qui est revenu, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît? Et je sais pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, mon but n'est pas de redevenir la spécialiste très pointue du marché de la déco que j'étais à l'époque. Parce que forcément, avec mon métier, d'abord, ça faisait 15 ans que je trempais dedans, j'étais obligée de tout connaître très bien. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que, par exemple, certains salons, je les quadrille pas comme je les quadrillais à l'époque. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de capter l'air du temps et les parties qui m'intéressent, mais sans être une hyper grande spécialiste du marché. C'est juste un regard, c'est ce qui m'intéresse dans ce marché-là, mais sans le connaître à 100%. Donc, je ne sais pas tellement te dire quelles sont les différences par rapport à avant. Moi, personnellement, je suis beaucoup moins intéressée par tout ce qui est fabriqué aujourd'hui, vraiment par des marques, je ne vais pas faire ma snob, mais grand public. Donc, soit c'est du design un peu collectible ou un peu pointu, soit c'est des choses vintage. Mais je ne recherche pas du tout l'idée d'être ou de redevenir une grande spécialiste du marché. Ça ne m'intéresse pas. C'est plus un regard sur une époque et plusieurs choses, dont le design, la déco, mais aussi un peu la mode. C'est plus une vision et même un peu tes coups de cœur? Oui, exactement. C'est ce qui retient mon regard. Dans mes vidéos, en fait, je vous emmène et c'est un peu comme si vous voyiez à ma place et toujours raconter des histoires. Mais ça, dans tous mes métiers, on raconte des histoires. Marie-Claire Maison, on racontait des histoires. Dans chaque sujet, c'était une histoire. Ma marque ensuite de bijoux, chaque collection racontait une histoire. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Eh ben, raconte-nous ta marque, en fait, parce que moi, je me souviens qu'on travaillait ensemble et je raconte souvent en disant tu as commencé un peu à enfiler des perles. Mais bien sûr. C'était ça. Dans ma cuisine. Exactement. Dans ma salle à manger. En parallèle. Et puis un jour, tu nous as dit, je lance Imaille et c'était parti. Ça a duré combien de temps, cette aventure? 18 ans. Et je me souviens qu'on me disait, mais qu'est-ce que c'est courageux de quitter Marie-Claire Maison, dont tu es rédactrice en chef, pour monter ta boîte. Mais ça n'avait rien de courageux. Moi, tous les dimanches soirs, je n'avais pas envie d'y aller. Maman, je ne veux pas y aller, ça me rappelait quand j'étais en pension. Et je me suis dit qu'à 30 ans ou 35 ans, ce n'était pas possible. Et ça m'a demandé aucun courage de le faire parce que j'en avais tellement envie. J'ai toujours été très manuelle et j'avais vraiment envie de faire ça. Mais tu voulais plus y aller. Tu voulais plus aller chez Marie-Claire Maison ou tu avais vraiment envie d'aller vers le bijou? Les deux à la fois. Le truc qui est très compliqué, je trouve, dans nos vies et dans ma vie, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe et que forcément on avance, notamment en hiérarchie ou un peu tout, on perd de la créativité.
à la fin, si tu veux que je sois très honnête, dans mon métier, il n'y avait plus rien de créatif. Je gérais des équipes, des budgets que je ne maîtrisais pas, puisque c'est l'éditeur qui le maîtrise. Et elle est où la créativité là-dedans, quoi, au bout d'un moment? Une fois que j'avais exploité le truc pendant 3 ans, il n'y avait plus rien de créatif. Les annonceurs devenaient plus importants, on était un peu obligé d'en parler. Enfin, moi, c'est pas ce que je recherche. Et finalement, ma boîte, 18 ans après, qui était devenue quand même quelque chose d'assez gros. J'avais une boutique à Saint-Germain-des-Prés, j'étais au Bon Marché depuis 10 ans. Les grosses périodes, j'avais quand même 12 salariés. Il n'y a plus rien de créatif non plus. Moi, j'ai adoré dans mes bijoux les faire à la main. À la fin, je montais plus de bijoux depuis 5 ans, 6 ans. Ça me manquait vraiment, ce rapport au... Tellement que quand j'ai arrêté ma boîte, je me suis demandé si je ne faisais pas un CAP de joaillerie et pour faire des bijoux en or et en pierre, mais moi toute seule dans l'atelier, puis c'est ce que j'aime, c'est la matière, c'est créer, c'est faire des formes, Et puis je me suis dit que à 58 ans, j'étais trop vieille pour me lancer dans un CAP, les stages dans les maisons et tout ça, pour apprendre la matière, le truc, que j'avais pas le temps. Et comme les vidéos m'amusaient, j'ai préféré me lancer dans la vidéo. Et pourquoi tu as arrêté? Il s'est passé quelque chose? Le chiffre d'affaires était pas... Non, c'est devenu très difficile, en fait. parce que la conjoncture était vraiment pas facile. L'or était très cher. Tout devenait très cher. Et en fait, moi, je fabriquais tout à Paris, ce qui était très important pour moi. Mais les clients s'en foutaient. Ils voulaient des bijoux moins chers. Il y avait de la concurrence. Tout le monde fabrique à l'étranger. J'étais plus concurrentielle. Enfin, j'arrivais dans des prix tellement élevés. Et c'est devenu compliqué. La boîte était trop grosse et j'avais pas envie de gérer ça. J'aurais adoré que quelqu'un la reprenne et elle n'a pas été reprise. Au bout de 18 ans, ça aurait été comme un enfant qui quittait la maison, qui vivait de ses propres ailes, mais il n'y a pas eu de repreneur, donc l'atelier s'est arrêté. Il y avait une vraie identité, ta marque très forte. Comment tu définirais là, tu vois, quelqu'un qui la connaissait pas? C'était des bijoux couture. Très gros, comme les bijoux couture des années 70, des belles maisons de couture, qui sont des bijoux de haute fantaisie, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués à la main, ça n'est pas de l'or, c'est du laiton doré, des pierres véritables, mais des pierres d'ornement. Et tout est fait à la main et on apporte le même soin que sur presque de la joaillerie, si ce n'est que c'est du vrai faux. Très en volume. Il y avait beaucoup de volume, des pièces fortes, ou alors plus fines, mais quand elles étaient fines, il fallait les accumuler. Moi, j'aime bien les pièces un peu fortes, et c'était un peu l'élégance vintage, tu vois, il y a un côté très vintage dans le... Et dans ton univers, comment tu définirais ton univers, ton style? Je sais pas, je sais pas si j'ai un style, je suis très libre aussi par rapport à ça. Quand je m'habille le matin, souvent c'est presque pareil, je raconte une histoire, c'est presque mon état d'esprit du matin. Et là, je me dis, là j'ai envie de... Je suis gaie, alors des couleurs, ou je suis pas gaie, ou je suis madame, alors je mets un collier de perles. La folle, complètement libre, tu vois. Ouais, mais pas folle. Non, pas folle, mais j'ai pas un format en tête. Et puis maintenant, j'ai 59 ans en fait. Donc même si tu as une personnalité, des qualités et des défauts qui vont avec tes qualités, au fil du temps, forcément, tu évolues. Donc, j'ai pas vraiment de style, tu vois. Il évolue tout le temps. Je m'adapte aussi à ma vie, qui maintenant est pas la même que plus jeune. Enfin... Et en style déco, t'as un style? Écoute, en style déco, ça fait très très longtemps que j'ai rien acheté. L'essentiel des meubles que tu vois ici sont des meubles dont j'ai hérité de mes grands-parents. J'ai la grande chance que mes grands-parents avaient un goût fou et qu'ils ont notamment meublé une très grande maison au bord de la mer dans les années 60. Donc, tout ce que tu vois comme meuble là, ici, là, les Pulkerslom très beaux et ce genre de trucs, c'est ma grand-mère. La lampe, c'est ma grand-mère. J'ai une commode extraordinaire dans ma chambre, qui est une pièce rarissime des années 60. C'est elle aussi. Donc en fait, ça vient beaucoup de chez eux. J'aime pas tellement quand tout est assorti, mais il se trouve que c'était ces époques-là. J'ai ce canapé qui est un gros canapé simple, classique, confortable, qui vient de chez Caravane. Mais que tu as acheté. Il y a des années. Mais il y a j'ai acheté, mais il y a 20 ans. Ah oui. T'as pas voulu changer de canapé? Même en déménageant, par exemple, Non. Tu t'es pas dit, tiens, je change mon canapé? Non. Ah non. Et ta table basse? Parce que j'aime bien demander ce qu'on... Alors la table basse, c'est Willy Rizzo, et je l'ai chinée sur Instagram. Elle était à Bordeaux, donc tu vois, elle est quand même assez abîmée là, sur le dessus, mais sur la photo, ça se voyait pas tellement. Mais je l'ai acheté rien du tout sur Instagram. T'as rien de neuf, mais est-ce que tu achètes toujours quand même de la déco? Non, j'achète très peu. J'ai beaucoup chiné, mais je le revendais dans mon atelier
à Marie-Claire Maison. Et en fait, ça, j'ai adoré. À la fin, pendant 5 ans, on avait un très grand atelier, comme une maison, très confortable, avec des grandes tables de ferme que j'avais peintes en noir, des armoires normandes dont personne ne voulait, peintes en noir aussi, qui avaient vraiment une gueule. Tu étais venue déjeuner. Ouais. Il y avait une vraiment belle gueule. Et tout l'été, je faisais des brocantes, j'achetais, je revendais ensuite à la boutique et à l'atelier ce que je chinais. Donc ça a calmé toute ma partie de chine. J'adore chiner. Mais j'ai pas envie d'accumuler ici. Donc en fait, là, je chine plus tellement. Et j'achète plus tellement. Ce tapis, tu vois que j'adore et qui est un peu un tapis signature sur certaines de mes vidéos, c'est un exemple de couleur de moquette de Codimat, rue du Cherche-Midi. Ah, c'est drôle. Et en fait, j'étais chez eux chercher un tapis, mais il y a 25 ans. Et je trouvais pas. Il y avait un petit morceau avec toutes ces couleurs. Je me dis, est-ce que vous pouvez me faire ça en grand ? Et ils me l'ont fait. Et est-ce qu'il y a quand même tu vois, des courants que tu aimes bien, j'en sais rien, même des designers, un style que tu aimes bien, qui te parle plus ? Parce que tu as quand même, je ne saurais pas le définir, mais tu as quand même une identité. Oui, mais parce que là, j'ai tous les meubles des années 60 de ma grand-mère. Ouais. Donc forcément, c'est très marqué années 60. Si oui, moi... mais qui est synchro avec ton univers, ton look, tes goûts, ce dont tu partages, tu vois ? Oui, puis c'est vrai que ça, je l'ai acheté par exemple à la vaisselle des chefs, là, cette espèce de vase qui est en fait un rafraîchissoir de bouteilles qui vient de je sais plus quel restaurant. Je l'ai acheté à la vaisselle des chefs et c'est vrai que c'est le même univers, ça, ce truc un peu Spoutnik, années 70. Je trouve quand même que tout ce qui est vintage, que ce soit en déco ou en mode, il y a une qualité qu'on a plus difficilement aujourd'hui, sauf quand on est en déco dans le très grand luxe, où tout continue à être très bien fabriqué et cher, mais moi, j'ai pas les moyens de ce luxe-là, alors que j'ai les moyens du luxe vintage. Surtout que je chine depuis très longtemps, donc il y a des choses que j'ai achetées vraiment pas chères du tout, qui commencent à valoir un peu plus d'argent maintenant. Ouais. Et est-ce qu'entre tes deux apparts, tu as changé de style un peu, déco ou pas forcément ? Non, pas du tout. Tu as transposé j'ai dans tout un transposé. autre lieu. Ça fait même 3 fois qu'on déménage. Puis on déménage pas souvent parce que mon mari déteste changer, déteste... Donc on reste des années dans des appartements. Ah non, ce tapis, je l'ai depuis... vraiment, ça fait 20 ans. Est-ce qu'avoir du style, c'est être tendance ? Ou rien à voir. Tu vois, moi, c'est ce que le mot tendance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est galvaudé depuis toujours. En fait, ça veut rien dire. Ça enferme des choses. Avoir du style, c'est être soi. Je crois que le plus important, c'est vraiment être soi, se faire confiance et se sentir assez libre de faire des choses, même si ça peut paraître inhabituel. Mais moi, j'ai même pas ces idées-là en tête. Je sais pas comment dire. C'est un peu comme si j'avais pas trop de barrières dans ma tête. Tout est possible. Il faut surtout se faire confiance, je crois. Et tenter des choses ? Ah bah oui. Qu'est-ce que tu penses du moche ? C'est ma nouvelle question. Parce qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais goût quand même ? Moi, je trouve que chacun son bon goût et son mauvais goût. L'important, c'est d'avoir son goût. Moi, je suis déjà rentrée dans des appartements où, franchement, tout était assez affreux. Mais il y a une cohérence. Quand ça raconte une histoire et qu'on va au bout du truc, ça m'intéresse assez. Tu vois, par exemple, mon couloir qui est tapissé de petits tableaux au point de croix qui sont assez affreux et que j'accroche tel quel. Je ne change même pas le cadre. Il y en a que j'ai ramassés dans la rue. Alors oui, j'ai nettoyé, mais c'est tout. Et je trouve que ça a une gueule dingue. Alors que tout est affreux, finalement. Il y a même des espèces de petits Pierrots qui pleurent du Montmartre. Mais il n'y a rien de pire au monde. Il n'y a rien de pire au monde. J'adore mon couloir. C'est l'absolu mauvais goût, mais accumulé comme ça, c'est presque une œuvre d'art. Mais c'est vrai. Et derrière toi, tu as accumulé des petits miroirs aussi. Oui. Comment ça devient, en fait ? C'est des photos que tu vois ou tu essayes d'assembler ? Non, pas du tout. Les miroirs, j'ai pas grand... En fait, je les ai trouvés. C'est des miroirs du 19e siècle. Je les ai chinés tous d'un coup à serpette. Donc là-dessus, je les ai pas trouvés au fur et à mesure. Le marchand les avait trouvés au fur et à mesure. Moi, j'ai tout acheté d'un coup. À la mort de ma grand-mère, j'avais un peu d'argent. Et ça m'a fait très plaisir d'acheter ces miroirs en me disant que toujours je penserai à ma grand-mère et que c'était son cadeau. T'es très miroir, on peut dire que chez toi, il y a énormément de miroirs et il y a même un mur de miroirs. Oui, j'adore. Qu'est-ce que ça apporte, le miroir ? Ah bah, la lumière, en fait, ça efface les murs. Tu sais, c'est un peu comme ce truc où je dis on n'a pas de barrière, j'ai pas de barrière dans la tête, j'ai pas de truc. Et ça efface les limites, ça efface les murs, ça fait rentrer la lumière. Ça agrandit, ça double, ça triple les pièces. Moi, les plus beaux endroits que j'ai vus, je pense, ce sont des jardins dans lesquels il y avait des miroirs. Là, des jardins ? Ah oui, des jardins. Mais tu peux pas savoir ce que c'est beau.
c'est magique. C'est comme une fenêtre sur un mur avec la verdure qui se... Et ça, c'est mon rêve un jour, d'avoir un jardin et d'arriver à mettre des miroirs dedans, qui a un vrai sens et un vrai fonction un peu artistique, quoi, en fait. Tu vois, c'est... Donc ici, c'est pas l'appartement de ta vie, tu vas bouger, tu penses ? Moi, j'aimerais bien bouger, mais je te dis, mon James Bond, il a un peu de mal à bouger. Hein. Quand tu te filmes, tu pousses les meubles. Là, on est dans ton salon, les gens iront voir s'ils te suivent pas encore. Donc sur Instagram, tu fais souvent des petites vidéos en direct de ton salon. Comment tu t'organises ? Quel est l'envers du décor de ces petites vidéos ? L'envers du décor, j'ai un grand pied. Ouais. Je filme avec une appli vachement bien qui s'appelle Protect. J'ai fait une formation au Gobelin pour apprendre à filmer et monter des vidéos sur iPhone. Et donc, j'utilise l'appli qu'ils m'ont recommandée, qui est Protect, qui donne une très, très belle image. J'ai un grand pied. Et quand je veux vraiment que ce soit léché et joli, je mets un miroir derrière, de façon à ne pas me filmer en selfie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ouais, Parce qu'en fait, quand on se filme en selfie, on perd beaucoup de qualité puisqu'il n'y a qu'une focale sur l'avant du téléphone, alors qu'à l'arrière, il y a les 3 objectifs, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc, quand je veux que ce soit vraiment joli, esthétique, je mets le pied, et derrière le pied, je mets un petit miroir. Comme ça, en regardant dans le miroir, je vois si je suis au centre de l'image ou pas. Bonne astuce, excellente astuce. J'ai évidemment un micro avec un relais sur mon téléphone. Ouais. Et j'ai un petit déclencheur à distance, en Bluetooth, tu vois, qui déclenche. Et je pousse les meubles ou pas, ça dépend de ce que je veux autour. Un peu, là, les fauteuils ronds, mais bon, tu vois, ça fait un peu des marques dans le tapis. Ah oui. Mais bon. Comment t'en es arrivé à Instagram ? Comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer sur Instagram ? En fait, Instagram, c'était très important quand j'avais ma marque. Déjà, ça commençait pas autant que maintenant, mais c'était plus important quand on avait des produits, une marque à vendre, que les journaux. J'avais plus d'attachés de presse ni rien. Et par contre, on communiquait beaucoup sur Instagram, y compris des posts sponsorisés. Et donc, pour Instagram, j'ai commencé à faire, pour Email, beaucoup de vidéos où les filles de l'équipe me filmaient. Je détestais ça, mais elles me disaient « Julie, c'est important. » Voilà. Et en fait, j'ai pris goût et j'adore ça. J'adore ça. Ah oui. Qu'est-ce que t'adores ? J'adore partager, je te dis, raconter des histoires, partager ce que je vois. Je trouve donc c'est plus l'idée de partager que d'être filmé un peu, tu vois, bien comme sûr. Une petite frénésie d'actrice ou. Oui, non. Oui, c'est vraiment de partager et de raconter toutes les choses qui me font plaisir, que je trouve intéressantes, excitantes, amusantes. Je trouve que la vie est belle, qu'il se passe plein de choses et j'ai envie de le partager, en fait. Ouais. Et t'es à l'aise ou tu dis que t'as pris des cours de montage, mais est-ce qu'on apprend aussi il y en a plein qui se lancent sur Instagram pour vendre leur marque ou surtout les petites marques qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment on apprend ça ? Comment on se lance ? C'est très différent, en fait, d'être filmée par quelqu'un ou de se filmer toute seule. Moi, je suis hyper à l'aise quand je suis toute seule devant le truc. Il m'est déjà arrivé d'être aussi filmée par des équipes. C'est beaucoup plus difficile d'être à l'aise. Donc, c'est peut-être un petit conseil qu'on peut donner. Ensuite, chacun fait à sa... Et alors, parce que tu fais plusieurs prises, tu vois, toujours dans mon ambiance. Oui. Je fais plusieurs prises, toujours. Ouais. Toujours. Des prises, si tu veux vraiment tout savoir. Je veux tout savoir, on veut tout savoir. Quand par exemple, il y a des sujets, prenons le dernier qui marche très bien, sur les prochaines collections, les prochaines collabs de Monoprix, de l'hiver prochain. Ouais. Et quand tu regardes la vidéo, c'est assez fluide avec des changements de plan. Plus près, plus loin, plus près, plus loin. En fait, j'ai fait phrase par phrase, que je dis 2-3 fois, et ensuite je garde celle que je trouve la plus naturelle, et je change de plan, parce que sinon, on voit que c'est pas dans la continuité. Et ça donne aussi un rythme à la vidéo. En fait, tout ça, c'est de la technique. Oui, mais sur le moment, tu passes beaucoup de temps à être filmé. Ah non. Écoute, la vidéo, là, elle dure, je dirais 40 ou 45 secondes, qui est un peu la bonne durée en ce moment, si on veut que le truc soit regardé, que la vidéo soit regardée. J'ai mis moins d'une demi-heure à la filmer. Je prépare le texte à l'avance. Et donc, je l'ai sur mon ordi devant, et phrase par phrase, je répète 3 fois, et c'est OK, tu vois. Donc, une demi-heure pour filmer, et montage. Ça a été un peu long parce que j'ai dû détourer tous les objets de Monoprix des collabs que je mets en surimpression dessus. Mais en 2 heures, le montage était fait. Donc en 2 heures. Donc ça t'a pris qu'on se rende compte une 2 heures et demi-heure demie d'être filmé, tout, oui. te filmer, et après 2h30 de montage. Oui. Et si je suis très bonne quand je me filme, c'est fait en un quart d'heure. Il y a des jours où je suis bonne, d'autres moins. Et c'est là où je t'admire. Tu te plantes au milieu des gens, du décor, et c'est parti. Et tu te Alors, lances. Comment ça, c'est tu te autre sens par chose. rapport à ça ? Alors, j'ai un peu de mal à faire la fille qui fait des selfies en tenant mon téléphone comme ça.
Et ça, par exemple, quand je fais une expo, je suis obligée de le faire, soit en intro, soit en truc. Maintenant, je connais un peu les structures des choses, puis c'est bien de se montrer au milieu. Donc ça, je déteste faire ça parce que là, tout le monde regarde comme si on était... Voilà. Mais à force de le faire, j'assume et je le fais. J'essaye de plus en plus de poser mon appareil. J'ai une coque qui fait qu'il a comme un petit pied. Je le pose dans les musées, mais souvent, ensuite, ils viennent, ils me disent « Non, madame, vous n'avez pas le droit ». Mais j'ai eu le temps de faire 1 ou 2 images où je passe loin dedans. C'est bien pendant une vidéo qu'elle soit incarnée quand même de temps en temps. Même si je suis en voix off et tout, de juste une fois, je me filme passant dans le truc. Oui, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus sympa. Alors, je vois dans les musées, en fait, souvent, ils sont 2 et une personne filme tout le temps l'autre. Moi, j'ai vraiment envie d'être libre, tranquille. J'ai eu longtemps, beaucoup d'équipes et j'ai aucune envie qu'on soit 2, que quelqu'un me filme. Je veux être totalement autonome de A à Z. On va passer dans, j'allais dire, ta salle à manger. Mais ta salle à manger, elle est dans le salon oui. ou tu as une cuisine dînatoire? Non, elle est dans le salon. Ouais. Quel genre de table tu fais quand tu reçois? Moi, j'ai une passion absolue pour les vieilles dentelles et le macramé, ce genre de trucs, ce qui fait marrer tout le monde. Donc, j'ai un espèce de rideau en dentelle qui fait office de nappe. Et en dessous, un drap en lin ancien. Là, c'est un que j'ai teinté, non. Teint. Voilà, teint en kaki. Et après, tu mets quoi? Et après, je mets des assiettes de ma grand-mère, anciennes en général. Voilà, des couverts de ma grand-mère, très beaux, qui sont nordiques, en acier brossé, années 60, très simples, très modernes, hyper beaux. Voilà, des verres souvent dépareillés. Mais en fait, ça dépend un peu de l'inspiration. Tu vois, les serviettes, pareil, j'ai plusieurs serviettes teintes, c'est souvent des couleurs différentes. J'aime beaucoup faire des tables, j'aime beaucoup détourner des pièces. Par exemple, les salières, ce sont des coupes à champagne dans lesquelles je mets du gros sel, du petit sel, du piment d'Espelette, des trucs comme ça. Les bougeoirs que je détourne, les carafes que je détourne en bougeoir aussi. Donc soit sur la cheminée, soit à table. Et tu vois, même chose, j'invente un peu des petites histoires comme ça. Et tu chines où? Parce que tu chines quand même des jolies choses. Tu vas au Puce, en fait? Moi, j'aime beaucoup aller au Puce, mais j'y achète peu parce que c'est devenu très cher maintenant, je trouve, Serpette. Et voilà, j'étais à Dauphine l'autre jour. Il y a des stands mais magnifiques, j'aurais tout acheté, mais c'est pas dans mes moyens. Voilà, donc j'achète pas, mais je trouve que c'est très agréable de regarder, de parler avec les marchands et d'apprendre. On n'est pas obligé d'acheter. Et j'achète soit quand c'est dans mes prix, parce que je pense, sauf des pièces signées qui ont des vraies cotes, tu donnes à l'objet le prix de ton coup de cœur, en fait, la force de ton coup de cœur. Donc tout est très relatif, tu vois. Peut-être toi, tu irais dépenser un truc que jamais je dépenserais, le contraire. Et je fonctionne beaucoup comme ça, tu vois, au coup de cœur. Puis après, c'est dans mes possibilités ou pas. Donc c'est beaucoup en passant dans Paris. S'il y a une brocante à République, je jette un œil ou tu vois. Ouais. Et donc on passe à table. Est-ce que tu fais un plan de table? On n'est jamais très nombreux. On est maximum 8, tu vois, ou 10. Donc c'est assez... moi, je me concentre plutôt sur le dîner et tout ça, donc je demande à mon mari de réfléchir et de... Voilà. Moi, je me mets toujours à une extrémité pour pouvoir me lever et je veux que ce soit pratique et voilà. Ouais, tu choisis pas qui tu veux à ta droite, à ta gauche. Non. Puis c'est toujours très décontracté, très... Ouais. Et toi, t'es en cuisine, t'aimes bien cuisiner? Je m'y suis mis très tard, mais j'aime bien cuisiner. Je fais des trucs hyper simples, hyper nature, mais quand c'est très frais et avec des bons produits, c'est bon. Ouais. Mais vraiment hyper simple, tu vois, poisson au four, hyper sain. Ouais. Hyper sain. Je mange jamais de cochonneries, de charcuterie, de chips, de trucs. Jamais. Ah, alors, tu sers quoi en apéro? C'est la grande question. Alors, je sers quoi en apéro? Des radis, bien sûr, évidemment. Sinon aussi du radis noir, qui peut... Alors, quand il y en a qui aiment quand même les charcuteries et tout, le radis noir, c'est génial, parce que ça peut remplacer le pain. Tu vois, par exemple, du radis noir avec un peu de chorizo dessus, tu meurs. Excellent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça peut être un fenouil coupé avec juste du citron, sel et poivre. Et après, c'est un peu, genre viande des grisons ou des trucs comme ça. De toute façon, tout le monde fait attention maintenant aux apéros. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué. Puis s'ils aiment le saucisson, il y a du saucisson. Moi, j'en mange pas, j'aime pas ça, mais tu vois, je suis OK pour avoir du saucisson. Hein. Mes fils, ils aiment le saucisson, ils ont du saucisson. Hein. Si tu devais faire un dîner avec 6 personnalités,
qu'elle soit vivante ou décédée, connue ou pas, qui serait-elle? Écoute, moi, mon rêve absolu, c'est un dîner en tête-à-tête avec Bowie. Que David Bowie et moi. On ne l'avait jamais fait. J'ai trop de trucs, en j'ai 5 trop ans. de trucs à lui demander et à lui dire. Tu Moi, sais c'est que cette tête-à-tête question, avec Bowie et je la le partage. pose tout le temps, mais Je on le m'a partage jamais dit ça. avec personne. Je veux pas être 6. Je veux être toute seule avec David Ah, Bowie. j'adore ta Et réponse. qui me raconte mais sa j'ai vu vie. que c'est extra. Ok. Et là, je pourrais mourir tranquille. Ok. Qu'est-ce qui te plaît tant chez lui? Ah, mais ça a toujours été... Écoute, quand j'avais 14 ans, 15 ans, mon studio était couvert de ses affiches. Je n'écoutais que Bowie. Et sa dernière tournée, je crois que j'ai fait 12 dates. Ah non, mais la vraie fan absolue, devant à chaque fois. Ah non, mais Bowie, c'est... Mais tout, l'homme, toutes ces transformations, toutes ces époques qui ont été très différentes, même si, bon, après, Let's Dance, tout ça, c'était, bon, les époques où je pouvais le voir en concert, c'est pas ma période préférée, mais je trouve que c'est un mec génial. Mais génial, mais de bout en bout. Tout, sa musique, son look, sa liberté, sa créativité, j'adore. Sa beauté était sublime. On va aller dans ta chambre, tiens, après le dîner avec Bowie. Elle ressemble à quoi ta chambre? Je viens de la voir, je la trouve extraordinaire. Ma chambre, elle est géante comme une salle de bal. Moi, je ne sais pas pourquoi. Elle me fait penser à la salle de bal du Guépard. Peut-être à cause du léopard en céramique que j'ai devant la cheminée. J'ai pas fait attention. Tu vois, elle est hyper grande. Oui, elle est immense. Immense, immense. Je pense que c'était la salle à manger à l'origine. Et tu t'es dit, pareil, je veux lui donner un style, je veux lui donner un ton, des couleurs, non, ou comment tu l'as décorée? Je te dis, j'ai ce meuble extraordinaire de ma grand-mère, qui est une pièce rarissime. Et c'était le seul endroit où il pouvait rentrer. Tu peux nous la décrire? Elle est de qui, la commode? La commode, elle est de Françoise C. C'est une designer des années 60 qui n'a fait que des pièces en aluminium. Et celle-là est monumentale. Je ne sais pas, elle mesure quoi? Tu l'as vu, 4 mètres de long. Oui. Et elle est qu'avec des triangles en volume dessus. C'est une pièce rarissime. Mais elle est en quoi? Elle est en inox. Elle est recouverte d'inox. Ta déco, elle est très personnelle. Comment on se crée une déco personnelle? Toi, c'est à l'instinct, en fait? C'est à l'instinct. C'est quand j'aime un truc, je le mets. Quelquefois, il y a des souvenirs. Il y a des cadres, par exemple, que j'ai chinés en Autriche. Il y a un grand miroir au-dessus de ma commode. Ça, c'est un grand miroir que j'avais depuis longtemps de chez Ikea, mais que je ne trouvais pas très élégant et que j'ai peint en noir mat, tu vois, et qui fait le job. C'est vraiment coup de cœur. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai un truc horrible. J'ai un trophée de chasse. J'ai une tête de... Je ne sais pas si c'est un caribou, un truc des montagnes comme ça. Vraiment le truc empaillé, hein, à qui j'ai mis plein de colliers en perles autour du... C'est vraiment un coup de cœur, oui. Eh bien, c'est marrant, tu me dis il est horrible, mais en fait tu l'aimes. C'est comme tes points de croix là dans ton couloir. Oui. Donc il y a des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, mais tu as un coup de cœur, donc il faut quand même y aller dans ces cas-là. Ah oui, moi j'y vais en tout cas, enfin ça me va, tu vois, j'y vais. Oui. Parce qu'on a peut-être tendance à se mettre des limites. Je te dis, moi j'ai pas beaucoup de limites, hein, et c'est peut-être parce que j'ai grandi dans une vallée comme une sauvage. Mon père élevait des vaches, on était dans un petit village avec 12 habitants. Et donc, 500 hectares autour. Et moi, j'ai vraiment... Et je garde en tête cette vallée. Il n'y avait pas de barrière. Les vaches étaient en liberté. Et j'ai gardé ce truc de liberté dans la tête. Pour moi, dès que j'imagine quelque chose dans ma tête ou que je vois même mon état d'esprit, c'est une vallée très verte, à perte de vue. Et il n'y a rien qui arrête le regard. Il y a des montagnes au loin et tout ça. Et dans ma tête, tout est possible comme ça. Je ne sais pas comment me dire, en fait. Comment tu t'es sentie dans ton enfance, du coup? Très libre? Ah, hyper libre. Hyper libre. Parce que parfois, on devient très libre parce qu'on a eu une enfance cloisonnée. Alors que toi, tu l'avais déjà, cette liberté. Oui, très libre. J'avais beaucoup de mal avec l'école et tout ça. C'était l'enfer. Je détestais aller à l'école. J'aimais aller à l'école pour rire avec mes copines. Et rigoler, je pensais qu'à rigoler. Mais tout le reste, c'était compliqué. Tout le truc structuré, apprendre et tout ça. C'était très difficile. Moi, j'aimais être avec mon cheval et vivre dehors. Et j'avais un potager. Je fabriquais des machines dans lesquelles je montais. Enfin, oui, je cousais, je tricotais. Mais c'était aussi notre éducation de l'époque, hein, avec des parents 68 arts. Ouais. Comment t'es arrivée à Paris?
Ah ben, toute ma famille, je suis née à Paris, toute ma famille était à Paris. Donc on revenait régulièrement. Et j'adorais venir à Paris pour les vacances et tout ça. Le seul truc, comme je travaillais pas très bien à l'école, c'était que je pourrais partir et venir à Paris quand j'aurais mon bac. Il fallait que j'ai mon bac. Alors c'était un peu chiant, mais bon, donc j'ai eu mon bac et comme ça j'ai pu partir. Ah oui, d'accord. Tu gardes des bons souvenirs Ah, je garde des très très bons souvenirs merveilleux. Mais tu vois, pour rien au monde, j'aurais repris cette propriété ou ce métier-là, où je retournerais y vivre. Ouais. Et tes parents n'étaient pas du tout dans des métiers créatifs. Tu vois, dans quel environnement tu as grandi? Tu habitais à la campagne ou tes parents faisaient quoi? On habitait donc dans ce petit village avec 12 habitants. Et donc papa s'occupait des vaches et tout ça. Et maman, mais lui avant ça, il était directeur de la banque Rothschild. Il a quand même un parcours un peu particulier. C'était vraiment, quand je te dis 68 arts et un truc de retour à la terre et qui était particulier. Et maman cousait, faisait des fringues qu'elle vendait sur les marchés. En habitant là-bas. En habitant là-bas. Et toutes les maisons qu'on a habitées, c'est maman qui les a construites avec un maçon. Mais elle et lui, elle faisait les crépis, elle faisait tout. Et en Provence, tu vois, par exemple, c'était dans les années 70. J'ai revu des photos dans Santidée là, de nous à la maison et tout ça. Tout le sol de la maison était en béton. Personne n'avait jamais fait ça à l'époque. Tu vois, maintenant, tous les sols en ciment, partout, béton. Moi, c'était dans les années 70, avec une baignoire au milieu de la salle de bain. Non, elle a toujours eu un truc très créatif et j'ai toujours habité dans des maisons très particulières. Dans ta chambre, est-ce que le téléphone entre dans la chambre ? Mon mobile, bah, tu parlais sur la table de nuit, j'en ai un, bien sûr. T'arrives à te limiter le soir, non ? Tu peaufines des choses dans ton lit ? Ah oui, je l'éteins la nuit, mais parfois quand je me réveille la nuit, je regarde des trucs. Non, c'est horrible. Ah oui. Non, addict un peu ? Oui, un peu addict. Si je pars sans mon téléphone, je reviens le chercher. J'ai l'impression qu'il me manque un bout de cerveau, tu vois. C'est quand même grave. Bon, il y en a plein comme ça, mais... Ouais. Et il y a quoi sur ta table de chevet ? J'aime bien cette question. Écoute, j'ai 2 tables de chevet, une à droite, une à gauche. Oui. En fait, qui sont des tables basses, c'est pas des tables de chevet, donc elles sont un peu longues. Il y en a une, c'est une de Capron. Tu vois le céramiste ? Oui, tout à fait. Ben ça, je l'ai trouvée dans la rue à la poubelle. Une très jolie navette de Capron. Et je promenais mon chien et je la vois 1 fois, 2 fois. On habitait dans des immeubles de Pouillon à Boulogne. Et chez Pouillon, quand des apparts se vidaient, c'était que des choses des années 60. Et donc, dans les poubelles, je vois cette table 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, mais je la trouve vraiment jolie. Et donc, j'ai appelé tous les garçons de la maison et on l'a emportée. Et là, j'ai vu que c'était Capron. Je n'avais même pas reconnu que c'était Capron parce qu'elle était à l'envers, on ne voyait pas bien. Et l'autre, c'est d'un designer des années 70 en céramique et je l'ai chiné à Perpignan. Et dessus, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, dessus, il y a un petit bloc-notes et un pot de stylo pour écrire, parce que je travaille quand même un peu à l'ancienne. Je prends beaucoup de notes et ma semaine prochaine, tu vois, je prépare des petites fiches très courtes, mais avec les mots importants que je dois dire. Il y a... Oh, mais ça, c'est pas très sexy. Justement, c'est ce que j'adore et c'est ce qu'on adore. On attend que ça. Vas-y, dis-moi. Il y a de la crème pour les mains. Bah oui, ça va. Parce que j'ai tout le temps les mains sèches. Non, c'est horrible. De la crème pour les pieds. Ah oui. Non. Si, continue, s'il te plaît, on adore. Ce sera le passage qui va faire le plus d'audience. Et il y a de l'Aquaphor. Tu connais l'Aquaphor ? Non. Toutes ces crèmes dont je te parle, c'est Eucérine. Oui, Eucérine, je connais. Voilà, Eucérine, c'est les meilleurs. Mains, pieds. 5% durée, 10% durée, il n'y a pas mieux. Et Aquaphor, c'est une crème hyper grasse, un peu comme de la vaseline qui, en fait, est un peu reconstituante ou un truc comme ça pour les lèvres, si tu es enrhumé. Moi, je mets autour des doigts pour les... Cuticules ? Oui, pour tout nourrir. Ouais. C'est magique. Bon, ça va, il n'y a rien de... Enfin, tu vois, toutes ces crèmes, c'est pas très sexy. Ah bah oui, mais c'est la vie. Quand tu vois que tu te tartines... C'est la vie. Oui, c'est la vie. Et le podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est l'envers du décor, justement. Oui. S'il y a le feu, là... Ah, je saute par la fenêtre. Oui, et que tu dois emporter 3 objets. Ce seraient lesquels ? Ouf. Ouais, je peux partir avec le meuble de ma grand-mère sur le dos. Alors, je partirais, c'est encore ma grand-mère, hein, c'est une obsession. Avec, tu vois, ces ananas-là. Oui. Des rafraîchissoirs. Je prendrais les 2. J'ai droit qu'à 3 objets ? Oui. Et j'aime beaucoup ce rafraîchissoir, mais genre, je vais partir qu'avec des rafraîchissoirs. Je ne sais pas ce que je foutrais de 3 rafraîchissoirs quand j'aurai plus rien, mais c'est que de la vaisselle des chefs, là. Ce truc, je l'adore.
que j'ai acheté. Ça, c'est la dernière pièce, c'est le dernier truc que j'ai chiné, je l'adore. Pourquoi tu parles de ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle avait? Je l'adorais, vraiment je l'adorais. Elle avait beaucoup de goût, elle avait cette maison sur le bassin d'Arcachon, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Même chose, elle date des années 60, par exemple, tous les parquets, c'était des pièces immenses, c'était laqué blanc. Il y avait là aussi, elle avait vraiment un goût fou et je garde plein de bons souvenirs de cet endroit. Et donc, quand ils ont vendu la maison et qu'on a partagé les objets, voilà. On va passer à la salle de bain. Qu'est-ce que tu as comme miroir pour te regarder? Elle ressemble à quoi ta salle de bain? On l'a repeinte récemment dans un espèce de très vieux rose, très coloré. Oui, c'est un vieux rose. Vieux rose, et il y avait, qui était déjà là, un plan de travail, pas très chic parce que c'est un peu gris, ça fait faux béton. Moi, j'aurais pas fait ça, mais voilà, il est en bon état. Donc, et gris et vieux rose, ça marchait assez bien. Donc, j'ai gardé toutes les parties grises. Les carreaux qui étaient là étaient gris aussi, je les ai gardés. Et donc, vieux rose, 2 miroirs qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont très simples et qui étaient là. Les lumières au-dessus étaient affreuses, donc j'ai acheté des lumières, juste des douilles en céramique chez Merci. Et il y en a peut-être 3 au-dessus d'un et 3 au-dessus de l'autre aussi, tu vois. Voilà. Ouais, et t'es bain ou douche? Moi, je suis douche exclusivement. J'ai pas pris de bain depuis, et mon mari ne prend quasiment que des bains. Et donc, par rapport à ce miroir, attention, question, quel est ton rapport au temps qui passe? Le temps qui passe, écoute, c'est les choses. Moi, je suis plutôt optimiste, un peu bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout ça. Je trouve que les choses sont assez bien faites. Je trouve que c'est une chance qu'on ait la vue qui baisse, comme ça on voit moins certains détails qui sont difficiles ou qui changent, ou qui a un peu une logique à tout. Moi, je fais extrêmement attention à mon apparence. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait très attention. Là, il faudrait partir dans de la psychanalyse pour savoir pourquoi ou pas, mais j'ai par exemple fait toujours beaucoup de sport et je continue à en faire. Mon corps, par exemple, je considère comme une machine, et cette machine, elle a besoin d'être entretenue et huilée. Donc tous les matins, je fais une demi-heure de gym, plus du yoga tout le temps, et c'est un peu ça pour tout. C'est-à-dire que ma peau aussi, j'en prends soin. J'ai aucun problème à faire du botox sur le front quand il faut en faire. Voilà. C'est difficile quand même de se voir vieillir. C'est difficile, donc j'essaye de trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire de m'accepter et de vraiment prendre soin de moi. Je prends vraiment soin de moi. Oui, j'allais dire, quel est ton rapport à ton image aussi? Parce que maintenant que tu te montres en plus, ça devient un peu une carte de visite. C'est pas tellement ça, je trouve, le truc de l'image et de se montrer. Il y a moi quelque chose qui a beaucoup changé, c'est quand mes enfants que j'ai eus très jeunes sont partis, vivent leur vie, sont très heureux et tout ça, et je revis depuis plusieurs années, peut-être 5 ans, 6 ans, beaucoup pour moi. Et j'ai parfois un côté où je me dis comme si j'étais une ado à nouveau, parce que comme eux vont bien, qu'ils sont grands, qu'ils ont leur maison, leur métier, leur famille, et que moi j'ai pas par exemple de petits-enfants, tu vois. Donc j'ai un espèce de truc comme ça qui est très agréable et que j'assume complètement de vivre en toute liberté, avec beaucoup de spontanéité et de liberté. Je me sens pas enfermée dans rien, et c'est une espèce de nouvelle jeunesse en fait, cette liberté. Et le fait maintenant de plus avoir toute cette boîte dont j'étais la locomotive et de le faire pour moi, je trouve que ça me donne une légèreté et un truc qui fait que la vie est très pétillante, très agréable, et je prends tout ce côté-là. Je pense que je vis, pas mes dernières, mais oui, un peu mes dernières plus belles années, tu vois, en fait, à cet âge-là, à 59 ans. Oui. Oui, parce que même c'est rare de voir des femmes, tu vois, autour d'une 60aine d'années qui vont se lancer sur Instagram. Il faut y aller quand même. Non, aujourd'hui, c'est... Tu vois, Ah bah moi, je pense que moi, je pense qu'on va entendre parler de toi, on va te suivre et tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est sûr que je pense que, et c'est le sentiment que j'ai une vraie place ou rôle à jouer, ou place à prendre du fait de mon âge. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, vraiment, ça je vois, parce que d'abord, j'ai pas le même regard sur les choses qu'une fille de 30 ans, à tous les niveaux, et il y a sûrement avec
ça donne beaucoup d'avantages, mais il y a aussi sûrement des défauts à ça. Mais j'ai un regard, une spontanéité, puis une histoire, une culture, puis tout ce côté quand même de journaliste. Ce que je raconte, c'est pas n'importe quoi. Il y a une information à chaque fois dans ce que je raconte. C'est une histoire, mais qui a un début, une fin, et je vérifie tout ce que je raconte. Il y a quand même aussi, moi je veux un contenu qui intéresse les gens, qui nourrissent. Et si on n'a pas envie d'écouter, on n'écoute pas, on regarde juste la vidéo et ce qui s'y passe. Mais il y a cette partie-là qui est intéressante. Et je pense que mon passé de journaliste fait que je construis les commentaires et tout ça un peu différemment. Puis surtout, je vais dire, j'ai aucun enjeu là, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, qu'est-ce que je risque? Tu fais Je ça m'amuse. juste pour toi. Ouais. Je m'amuse. Quand je fais des essayages de bijoux vintage pour la maison Le Brec ou d'autres maisons avec lesquelles je collabore, mais j'adore ça. C'est comme du téléachat, tu vois, je suis devant l'iPhone, collé à l'iPhone, mais j'adore ça. Je prends un plaisir immense. Oui, tu parles de tes bijoux, tu as un dressing qui est quand même fabuleux, c'est pareil, tes vêtements, je disais, tu as un look dingue, tu chines, je crois, tes vêtements, pareil, tu n'achètes pas de neuf? Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de neuf, mais surtout j'ai des vêtements depuis très longtemps. Alors je suis obligée aussi de faire attention évidemment à ma silhouette, de ne pas grossir, parce qu'en vieillissant on grossit. Et donc, moi j'ai de la chance, c'est pas que de la chance, quoi. Je fais attention, donc j'ai des jeans que j'ai depuis 25 ans, 30 ans, c'est ok, je rentre dedans encore. Mais je te dis, la qualité des pièces. Moi, les vestes Saint-Laurent que j'ai, qu'est-ce que je vais aller acheter des vestes aujourd'hui? Si, il y a une marque que j'adore, là, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, c'est Acne Studio. En solde, c'est vraiment abordable, enfin, c'est OK, tu vois. Et j'ai des pièces très chouettes qu'on met pendant 10 ou 15 ans. Moi, j'aime les choses qui ne se démodent pas. J'aime pas les choses qui sont très marquées mode et qui se démodent. La seule chose, c'est les chaussures que j'achète parce que c'est plus compliqué d'acheter des chaussures vintage. Tu vois, moi, j'aime pas quand c'est crade, quand c'est... ou parfois, tu marches pas très bien avec, tu vois, parce que c'est pas toi. Donc, j'achète des chaussures. On n'a pas parlé de la chambre d'enfant, mais parce que tu disais tu n'as pas d'enfant. Donc, je vais pas te faire le coup de à quoi ressemble la chambre d'enfant. Tu as une chambre d'amis? Oui. Ouais. Donc, qui est lambda. Oui, anecdotique. Toi, souvent, quand on est dans la chambre d'enfant, juste la petite question que j'aime bien, c'est toi, tu voulais faire quoi, petite fille, comme métier? Tu te voyais où? Tu rêvais de quoi? Quand j'étais petite fille, je voulais avoir des enfants. Et maman me disait, mais tu crois que quelqu'un va t'attendre à la sortie du bac, dont tu vas être follement amoureuse, et vous allez vous marier, avoir des enfants? Je lui dis, il faut que tu aies un plan B. Elle me disait ensuite, puisque j'ai toujours dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Ah, mais j'aurai des enfants. J'adorais les enfants, j'adorais. Et ensuite, donc, on me disait, mais il faut quand même que tu t'organises un peu une vie, c'est au cas où il n'y ait pas l'homme de ta vie qui t'attende à la sortie de l'école, tu vois. Je voulais faire ça. Et ensuite, ma mère, et là, tu vas quand même comprendre beaucoup de choses, quand elle allait en réunion parents-professeurs, et qu'on lui disait, Julie, elle est sympathique, elle est vraiment sympathique, mais bon, côté boulot, machin, mais bon, elle est sympa. Je disais, alors, le prof de maths, il disait, oui, mais c'est dommage qu'elle se concentre pas un peu plus. Mais Julie, ça sera une rockstar. Et donc, les profs disaient, bon, ok, j'ai compris. Si la mère dit, mais Julie, c'est une rockstar, ça va être une rockstar. De toute façon, les maths, c'est pas si important. Donc, tu vois. Ta mère, elle répondait ça, j'adore. Ouais. Julie, ça sera une rockstar. Et elle a pu voir ce que tu es devenue? Oui. Elle a suivi ton parcours après, oui, elle est toujours là. Oui. Ah oui, elle est toujours là. Elle est sur Instagram à fond. Ah oui. Ok. On arrive aux dernières questions. On a fait le tour un petit peu de l'appartement. Il n'y a pas de cave, il n'y a pas de grenier. Il y a une cave. Tu as une cave? Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur quand même dans la vie? Dans la cave? Que tu redoutes? Non. Ah. C'est un symbole. Est-ce que, tu vois, il y en a plein qui n'aiment pas descendre au sous-sol, à la cave. Est-ce que toi, ça te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Écoute, ce que je déteste dans ma cave, mais c'est pas du tout symbolique, c'est l'odeur d'humidité. Et donc, j'ai quand même j'ai un problème avec ces odeurs. Comme je quoi? supporte de moins en moins. Ah non, attends, là, dans le métro, quand il fait chaud. Ah oui. Mais je pourrais mourir. Je préfère prendre mon vélo par 40 degrés. Bon, mais ça, c'est pas... On va faire plus symbolique. Qu'est-ce qui me fait peur? J'ai pas peur des odeurs, mais je supporte plus les... Et moi, l'odeur d'humidité de ma cave, j'ai jeté toutes les fringues qui étaient. J'aime pas l'idée de garder à la cave, parce qu'en fait, on ressort jamais les trucs. Et je me souviens que quand on a quitté notre maison à Boulogne,
dans laquelle on était arrivé quand les enfants avaient peut-être 3 ans. On est repartis, ils en avaient 16. Et j'ai trouvé horrible de vider la cave avec les rollers en tout petit, avec toutes les tailles de rollers, les patins à glace quand ils faisaient du hockey et tout ça. C'est un truc qui me ramène au passé, mais de façon un peu douloureuse. Comme j'ai eu ce sentiment, est-ce que j'avais assez profité de tous ces moments-là, tu vois. Quand cette page s'est tournée, d'être arrivée avec des enfants très petits, de repartir avec des ados, la cave, ça a été un truc horrible. Et je crois que j'aime pas tellement les caves à cause de ça. Je préfère vivre dans l'instant. J'aime pas tellement me retourner sur le passé. Et j'aime beaucoup l'instant et puis le futur à un jour ou deux, mais pas tellement plus que ça, tu vois. C'est vraiment vivre dans l'instant. La cave, c'est le passé. C'est des choses anciennes ou qui servent à rien, ou qu'on stocke, mais qu'on stocke pourquoi ? J'aime pas ça. Moi, j'aime la vie et les trucs utiles. Ouais, c'est intéressant. Et dernière question, mais tu l'as déjà un peu abordée, dernière question de ce format, c'est est-ce que tu as un snobisme ? Moi, je suis hyper snob de tout. Alors, comme quoi, par exemple ? Tout. Alors, tu vois, par exemple, est-ce que c'est snob d'aimer le confort ? J'aime le confort, vraiment, et je l'assume. Et je pense que c'est un petit snobisme quand même. Alors ensuite, qu'est-ce que le confort ? J'aime le luxe. Qu'est-ce que le luxe ? Mais quand je dis luxe, c'est pas... Et j'ai rien contre des maisons comme Dior ou je sais pas, c'est pas ça. Quand je dis luxe, c'est des belles pièces. Tu vois, des choses comme ça. Une chemise charvée, c'est hyper agréable à porter. Enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est un petit snobisme, ça quand même, je pense. Et sinon, comme snobisme... Tu vois, par exemple, quand j'ai fait ma formation au Gobelin pour faire des vidéos, mon rêve absolu, c'était de travailler pour une maison à la communication interne, en me disant il faut qu'on arrête les newsletters, tout ce genre de trucs. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans une grande maison et je vais faire toute la com interne en vidéo, des courtes vidéos qu'on pourra regarder. Et si on ne peut pas regarder, on pourra juste écouter le son. Et en fait, ça sera comme un podcast très court d'1 minute et on aura l'information. Et comme je suis snob, j'aurais rêvé de faire ça, par exemple, pour Hermès ou une maison comme ça. Tu vois, tout ça, c'est du snobisme quand même. Oui, c'est un... Oui. Tu vois ? Je suis sensible. C'est tout ce côté confort, luxe, belle matière. Tu vois, il y a quand même un truc qui est très agréable dans tout ça. Je peux vivre sans, mais si je peux vivre avec, ça me va aussi. Eh bien, merci beaucoup, Julie. Merci C'était à toi, trop sympa, Hortense Desbois. Ah oui, Hortense Desbois, tu m'appelais comme ça pendant ce stage que j'avais adoré. Merci beaucoup, Julie. Non, merci à toi, sympa. Hortense. Ciao. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.